Salam alaikum, je vais donc reprendre avec la suite je vais donc vous parler brièvement des besoins énergétiques en lipides. Alors les lipides sont donc constitués et présents dans notre organisme sous différentes formes. Sous forme d'acides gras, c'est des substrats énergétiques du muscle qui sont synthétisés par l'organisme à l'exception de deux acides gras dits essentiels et qui doivent donc être apportés par l'alimentation. Il faut bien les retenir, c'est l'acide linoléique et l'acide linolénique. Ils peuvent être présents sous forme de triglycérides, qui est donc le principal, ou sont des principaux réserves adipeuses, synthétisées par l'organisme et représentant 85% des lipides alimentaires. Comme on dit, donc les lipides sont consommés principalement ou majoritairement sous forme de triglycérides. Les triglycérides, ça veut dire qu'ils sont aussi le glycérol plus 3 acides aminés. Ils peuvent être sous forme de cholestérol. Le cholestérol, on en a souvent parlé, donc il stabilise les membranes cellulaires et sert à la synthèse d'hormones stéroïdes, de vitamines, de sels biliaires qui ont un rôle très important à jouer dans la digestion des lipides et au transport des acides gras. Et là, il faut bien se rappeler de HDL, qu'on appelle le bon cholestérol, le LDL, le mauvais cholestérol, qui peuvent être synthétisés, apportés par l'alimentation, le cholestérol. Alors le bon cholestérol, donc c'est du cholestérol qui va donc transporter les acides gras vers le foie, ou les lipides vers le foie pour être donc dégradés, alors que le mauvais cholestérol va être transporté vers les vaisseaux où ils vont s'accumuler pour former donc les plaques d'athérosclérose. Donc, d'où il est intéressant donc, de contrôler son taux de glycérie, surtout donc, le pourcentage entre le bon cholestérol, ou le rapport entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol qui est donc à vérifier. Alors, il existe aussi des lipides sous forme de phospholipides, qui sont donc des constitutions des membres, qui rentrent dans la constitution des membranes cellulaires, ou également sous forme de substances insapolifiables, les stérols, qui rentrent dans la composition d'un certain nombre d'hormones et de protéines. Les principales fonctions des lipides en dehors de ces effets néfastes connus, donc sur le système cardiovasculaire, ou aussi dans certaines formes de cancer, les lipides interviennent aussi dans des fonctions essentielles. Ils entrent dans la constitution des membranes cellulaires et dans celle des fibres nerveuses et le développement du cerveau. Il constitue donc le premier substrat énergétique dans la mesure où 1 gramme de lipides oxydés libère donc 9 kilocalories comme énergie et assurant jusqu'à 70% environ de l'apport énergétique au repos. Donc le rapport énergétique au repos, c'est l'apport énergétique du métabolisme de base qui va permettre donc d'assurer le métabolisme de base. Ils interviennent dans la synthèse des hormones stéroïdes, hormones dérivées du cholestérol. Ils participent à la constitution et au transport des vitamines liposolubles A, D, E, F, donc qui rentrent dans la constitution des vitamines et leur transport. Ils jouent un rôle important dans la lutte contre le froid. Le tissu adipeux sous-cutané servant donc d'isolant. Donc une remarque, c'est quand il fait froid, souvent on s'aperçoit que les personnes maigres, ils s'habillent plus, qu'ils se mettent dans beaucoup de vêtements chauds par rapport aux personnes qui sont un peu obèses. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette épaisseur de matière grasse qui les protège du froid. Il enveloppe beaucoup donc l'organisme, les organes vitaux qui protègent. Donc ils ont un rôle de protection et donc qui intervient également dans la thermorégulation.
L'exemple également qu'on peut citer des sources polaires, les sources polaires, donc ils supportent donc des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 30, moins 40. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette épaisseur de matière grasse qui les protège donc du froid et qui leur sert également de source de réserve énergétique lorsqu'ils entrent en hibernation. Alors, les acides gras des lipides, ils ont également plusieurs rôles, dont on peut citer un rôle métabolique. Le fait que les acides gras sont donc une source d'énergie importante pour l'organisme, ils sont stockés sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux. Lors d'un effort, surtout de longue durée, l'organisme va donc puiser dans ses stocks et dégrader les acides gras pour produire donc l'énergie sous forme d'ATP. Donc, j'en ai déjà parlé. Les premières sources d'énergie mobilisables suite à un début de l'exercice sont donc les glucides, mais au fur et à mesure que donc les réserves d'épuisement qu'il y a épuisement des réserves glucidiques, ce qui va prendre le relais, c'est donc la mobilisation des acides gras à partir du tissu adipeux. Ils jouent un rôle également structural. Les acides gras servent donc à la synthèse d'autres lipides, surtout les phospholipides qui forment donc les membranes autour des cellules et des organites. La composition en acide gras de ces phospholipides donne donc aux membranes des propriétés physiques, propriétés d'élasticité dont on a parlé pour l'année dernière concernant donc la fonction du globule rouge, et également l'élasticité qu'on trouve au niveau des membranes des parois vasculaires, et également il donne donc la viscosité au son. Donc ce sont donc fonctions spécifiques dues à la présence, fonctions spécifiques des membranes dues à la présence donc des acides gras au niveau de leurs membranes. Ils jouent également un rôle de messager. Les acides gras sont donc les précurseurs de plusieurs messagers intra-extracellulaires. À titre d'exemple, l'acide arachidonique est le précurseur des icosanoïdes. C'est des hormones qui interviennent dans l'inflammation et la coagulation du sang, qui sont donc les prostaglandines et leucotrienes. Alors, parmi d'autres rôles des acides gras, on peut citer que les acides gras sont stockés sous forme de triglycérides dans les bosses du chameau et du dromadaire, et leur dégradation amène à la formation de l'eau. De cette manière, les acides gras forment donc une réserve d'eau pour ces animaux. Donc, vous savez très bien que les chameaux, ils résistent donc à la chaleur. Ils peuvent donc rester sans boire plusieurs jours, jusqu'à un mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette réserve en acides gras au niveau de leur bosse, qui va donc être métabolisé et leur permettre la fourniture, la production d'eau dont ils ont pour satisfaire leurs besoins en eau. De toute façon, on avait parlé donc des sources d'eau, on va encore en parler. Il y a donc des sources endogènes métaboliques. Alors pour les chameaux, donc ces sources proviennent principalement donc de la dégradation des acides gras qui sont au niveau de leur bosse. Alors concernant donc les apports conseillés en lipides, donc la part recommandée des lipides dans l'apport énergétique pour un régime équilibré doit être de 30 à 35%. Alors cette fourchette permet donc d'assurer la couverture des besoins en acides gras essentiels et indispensables et prend en compte la prévention des pathologies. Donc il ne faut pas dépasser cette quantité conseillée, sinon donc, il y a risque donc d'attraper des maladies comme le cancer, le diabète, des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Donc il faut éviter de prendre plus de glycose que dans sa ration énergétique qui dépasse donc les 35%. Alors la limite haute de cette fourchette de 35%, elle est dépassée en France. D'ailleurs, même au Maroc, il doit être dépassé, mais je n'ai pas donc les chiffres. Il est dépassé de 34% chez les adultes et 43% des adultes et 34% des enfants. C'est parce qu'on trouve une enfance assez obèse en France et d'ailleurs, même au Maroc, on a cette constatation. On voit que quand même que la population des enfants montre donc un peu d'obésité. Pourquoi? À cause de cette mauvaise alimentation qui vient surtout des sucreries, qu'on mange trop de sucre et trop de lipides. Alors, je rappelle qu'un gramme de lipides produit donc suite à sa combustion 9 kilocalories. Donc, ce sont les substances les plus énergétiques parmi les trois substances énergétiques alimentaires. Compte tenu donc de votre profil nutritionnel, vos apports conseillés en lipides totaux doivent être
égale à 50 grammes par jour jusqu'à 80 grammes par jour. Et ce taux, donc c'est le taux le plus toléré. Il ne faut pas le dépasser. Donc 80 grammes multiplié par 9, ça vous fait donc le pourcentage conseillé en apport lipidique pour donc vos besoins énergétiques journaliers. Alors comme pour tout nutriment, les apports excessifs en lipides peuvent être néfastes pour la santé. Conséquences, donc les maladies cardiovasculaires, obésité, cancer, ainsi de suite. Alors, il est donc le diabète de type 2. Il est également très important de s'intéresser à la qualité des acides gras apportés par l'alimentation, car tous ne sont pas équivalents. On distingue des acides gras dits indispensables, des acides gras non indispensables, des acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, et dont l'effet bénéfique ou néfaste pour l'organisme n'est pas le même. Donc il faut faire attention aux différentes sortes d'acides gras qu'on peut apporter à notre organisme pour éviter donc des problèmes pathologiques. Alors je reviens sur l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif donc des apports lipidiques. Alors l'alimentation apporte donc en proportion variable les lipides renfermant trois catégories d'acides gras. Les acides gras polyinsaturés, exemple l'acide linoléique et linoléique et l'acide arachidonique, contenus essentiellement dans les huiles végétales telles que les pépins de raisin, colza, noix, soja, le tournesol et l'huile de maïs. Les acides gras monoinsaturés, qui sont très importants, très intéressants et sont bénéfiques pour l'alimentation, exemple l'acide oléique, contenu dans certaines huiles végétales, telles que les huiles d'olive, l'huile de colza et les huiles d'arachide. Les acides gras saturés, exemple les acides butyriques, palmitiques, stéariques, contenus dans certaines huiles végétales, l'huile de palme, l'arachide et le soja, et dans les graisses animales comme le beurre, les œufs, les viandes et la charcuterie et les poissons. Alors les apports alimentaires quotidiens conseillés pour ces trois catégories d'acides gras sont donc estimés à 10% pour chacune d'elles, soit donc 17 grammes par jour, et les apports maximaux tolérés ne doivent pas donc dépasser les 25 grammes par jour. Alors les acides gras saturés élèvent le taux de cholestérol sanguin, qui est considéré comme l'un des facteurs augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, telles que l'infarctus du myocarde. Donc il faut bien contrôler, donc la quantité d'acides gras saturés apportés par votre alimentation, au risque donc d'avoir des maladies cardiovasculaires. La membrane plasmique est consolidée par le cholestérol, dont la présence contribue à ordonner les molécules de phospholipides. Alors les apports quotidiens conseillés en cholestérol doivent être les plus bas possibles. Ils ne doivent pas dépasser donc la valeur maximale de 300 mg par jour. Il faut donc savoir que plus le taux sanguin du cholestérol, du bon cholestérol est élevé, plus le risque d'athérosclérose est faible. Au contraire, le risque d'athérosclérose est d'autant plus fort que le taux de mauvais cholestérol LDH est élevé. Donc il faut faire attention à votre prise ou bien aux aliments riches en cholestérol, à défaut donc de consommer plus de mauvais cholestérol par rapport au bon cholestérol. Parce qu'il y a des aliments qui vous aident à augmenter votre taux de bon cholestérol, tels que les noix, les amandes et d'autres aliments. Donc il est conseillé de les consommer régulièrement. Alors pour le côté ou l'aspect qualitatif, donc certains acides gras polyinsaturés qui interviennent notamment dans la constitution de la membrane et la communication cellulaire et la production d'hormones ne sont pas synthétisés par l'organisme. Ils doivent donc obligatoirement être apportés par l'alimentation. Ce sont des acides gras essentiels. Les principaux sont donc l'acide linoléique et l'acide linoléique, qui sont donc indispensables au bon fonctionnement du système nerveux.
Donc il faut faire attention, il faut faire en sorte que de pouvoir consommer donc les aliments qui sont riches en acide linoléique et l'acide linoléique pour un bon fonctionnement de votre système nerveux. Ces acides gras essentiels contenus dans les huiles végétales et les huiles de poisson, l'huile de foie de morue, et doivent être donc apportés de façon assez équilibrée. Alors si la carence en acide linoléique n'est généralement jamais observée, parce que les aliments qu'on consomme ils n'en contiennent. Par contre, la carence en acide linolénique entraîne donc des troubles visuels et neurologiques, car cet acide gras essentiel est indispensable au fonctionnement de l'enzyme, l'ATPase, le NAK-ATPase, qui assure donc le transport des ions sodium et potassium au travers de la membrane cellulaire à l'origine des messages nerveux. Et nous avons donc vu que cette pompe joue un rôle très important dans le maintien des concentrations donc des ioniques de part et d'autre de la membrane, des membranes plasmiques et des membranes capillaires. Quelques aspects se rapportant aux faits sur la santé concernant donc cette prise ou l'apport donc en lipides. Vous avez les acides gras donc ont été largement étudiés à partir des années 90 pour leur effet sur le taux sanguin du cholestérol et du système cardiovasculaire. Donc les études ont démontré que l'acide oléique, acide gras monoinsaturé, favorise la baisse de taux du mauvais cholestérol, dont l'excès altère donc les artères et produit donc la hausse du taux de HDL cholestérol, autrement dit le bon cholestérol producteur des artères. Donc les acides gras monoinsaturés, il est conseillé donc de consommer les monoinsaturés donc pour baisser le taux de mauvais cholestérol et augmenter le taux de bon cholestérol et éviter ainsi les problèmes cardiovasculaires. D'autres effets qu'on peut citer, ces acides gras saturés. Alors quand on dit saturé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de double liaison entre les atomes de carbone. Et monoinsaturé, il existe donc une seule double liaison entre les atomes de carbone. Polyinsaturé, c'est qu'ils sont formés de plusieurs double liaisons entre les atomes de carbone de la chaîne carbonée. Alors ces acides gras saturés, donc il faut donc réduire l'apport en acide gras saturé au profit d'acides gras monoinsaturés, ce qui semble améliorer donc la sensibilité des cellules à l'insuline, hormone donc qui régule le taux de sucre sanguin et ainsi réduire le risque de diabète de type 2. Donc un deuxième effet bénéfique, c'est donc il augmente la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc ça va donc permettre donc de baisser la glycémie et donc éviter donc les risques de diabète de type 2. Le diabète type 2, je rappelle, c'est un diabète insulino-résistant. Alors, privilégiez les acides gras monoinsaturés qui sont moins sensibles à l'oxydation par rapport aux acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 6 abondants dans les huiles de tournesol. Contribuent à un moindre stress oxydatif et sans doute par ce biais à un moindre risque du système cardiovasculaire. Donc il faut, là aussi, on parle d'un apport privilégié des acides gras monoinsaturés qui ont un rôle également très important à jouer par rapport donc aux oméga 6. Alors remplacer donc une partie des glucides de l'alimentation par les acides gras monoinsaturés permet aussi de réduire le taux sanguin de triglycérides. Il y a des personnes qui présentent donc un taux de triglycérides assez élevé. Donc le conseil, donc pour éviter cette augmentation de la des triglycérides sanguins, il vaut mieux donc baisser sa consommation en glucose au profit donc des acides gras monoinsaturés. Alors, un autre aspect de conseil sanitaire, donc il faut remplacer donc une partie des glucides de l'alimentation par des acides gras monoinsaturés, permet aussi de réduire le taux sanguin des triglycérides, ça on l'a déjà dit. Donc, en cas d'hypercholestérolémie et surtout d'excès du mauvais cholestérol,
Il est donc conseillé de modérer la prise en acides gras saturés, donc de manger moins de viande grasse, de charcuterie, des beurres, des huiles et des pains, au profit donc d'acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire l'acide oléique, et des polyinsaturés, oméga 3, oméga 6. Ces derniers ne devront pas être apportés en quantité excessive. Donc, ce que je viens de dire montre donc l'importance de la consommation de plus d'acides gras monoinsaturés par rapport aux autres types, surtout les saturés qui peuvent avoir donc des conséquences assez néfastes pour notre santé. Alors, donc, il est conseillé que l'apport énergétique quotidien provenant des matières grasses ne devrait pas dépasser les 30% par rapport à l'apport journalier recommandé. Et ces matières grasses devraient donc contenir 50% d'acides gras monoinsaturés de type oméga 9, 25% d'acides gras polyinsaturés de type oméga 3 et oméga 6, et seulement moins de 25% d'acides gras saturés. Donc une partie des acides gras saturés peut être même remplacée par les acides gras monoinsaturés. Ce serait donc plus bénéfique pour l'organisme. Vous avez donc sur ce tableau donc les apports nutritifs conseillés en lipides. En fonction de l'âge, les besoins diffèrent. Donc, ils vont de 45 à 50% par rapport à l'apport énergétique total chez les enfants avant 3 ans, jusqu'à 30% à 35% chez l'adolescent, 33% chez l'adulte, et c'est des personnes âgées également 33%, avec les différents pourcentages en acides gras polyinsaturés, acides gras oméga 3 et oméga 6, et ainsi de suite. Donc ça c'est des tableaux à consulter en cas de besoin et non pas à prendre par cœur, sauf par exemple ces pourcentages qui serait donc intéressant de retenir donc ces pourcentages et la différence donc de pourcentage entre les enfants, les adultes et puis les adolescents. Vous avez dans cette partie-là également quelques exemples d'apport en matière grasse de certains aliments en pourcentage. Alors pour 100 grammes d'huile consommée, vous avez 100 grammes de matière grasse apportée. Le beurre, vous avez 82 grammes pour cent. Vous avez par exemple les petits pois. Si vous consommez du petit pois, ils sont moins riches en matière grasse, 2,4% tout simplement. Les yaourts, ils ont 0,1%. Riz blanc cuit, 0,1%. Le foie de génie, donc du veau, 4%, donc il n'est pas gras, on en a parlé déjà. Le saumon, il est moins gras. Les viandes, ils peuvent être grasses ou pas. Mais en moyenne, vous mangez 100 grammes de viande, ça vous apporte au moins 15% de la matière grasse. Vous avez donc les différents pourcentages de certains aliments, ou surtout les huiles, en oméga 6 et oméga 3, et le rapport oméga 6 sur oméga 3. Donc c'est des acides gras polyinsaturés. Vous avez là aussi donc des pourcentages de graisses saturées dans la matière grasse d'usage courante, des huiles, des matières grasses. Donc ça c'est pour votre information tout simplement. Vous pouvez donc consulter cet tableau en cas de besoin. Sources alimentaires d'acides gras monoinsaturés. Alors les acides gras monoinsaturés se trouvent dans pratiquement tous les aliments contenant des lipides, corps gras, graines oléagineuses, les chocolats, les viandes, les poissons, les œufs, produits laitiers. L'acide ionique est abondant dans certains huiles et fruits à coque. Les fruits à coque, donc c'est les amandes, c'est les noix, c'est donc toutes les fruits. Alors vous avez donc le taux en acide oléique en grammes pour 100 d'aliments. Alors vous avez les huiles de noisette, ils sont très riches. Vous avez les pistaches. Vous avez donc la richesse en acides gras monoinsaturés qu'on retrouve donc les graisses des oies, l'huile d'avocat, donc toutes les huiles presque contiennent donc
donc un pourcentage très élevé. Il faut remarquer que nous, on a l'habitude de consommer l'huile d'olive, donc l'huile d'olive elle est très riche en acides gras monoinsaturés qui ont un effet très bénéfique, donc ils peuvent donc nous aider à éviter donc l'augmentation de notre taux de glycérol sanguin. Alors, les recommandations de la prise en acides gras, des différents types d'acides gras, monoinsaturés, polyinsaturés et polyinsaturés. Donc, c'est les monoinsaturés qu'il faut privilégier avec 17% par rapport à la prise totale en matière grasse. Et les polyinsaturés, les saturés, il faut donc consommer moins, 4%. Les polyinsaturés, il faut consommer un peu davantage. Vous avez donc le total d'acides gras polyinsaturés, 5,6 et des gras saturés, 11% par rapport à la prise totale. Donc les quantités à consommer, ça, tout ça, c'est des tableaux pour donc essayer de savoir ce que vous mangez. Mais en résumé, concernant donc les apports énergétiques qu'il faut donc apporter journellement dans la journée, alors les apports en glucides, donc les rapports conseillés sont donc de l'ordre de 125 à 175 grammes par jour, et la carence de cet apport peut avoir comme une conséquence une hypoglycémie avec une acédose et également une perte de poids. Et lorsque vous en consommez plus de ces quantités conseillées, il y a donc risque d'obésité et de fermentation intestinale. Alors pour les lipides, les quantités conseillées, les apports conseillés sont de l'ordre de 80 à 100 grammes. La carence, ça va provoquer une perte pondérale du poids, et l'excès, ça va conduire au risque d'avoir une obésité et puis des risques également de maladies cardiovasculaires. Pour les protéines, quantité conseillée, donc c'est 50 à 80. Si vous en consommez moins, il y a donc risque d'atrophie musculaire et retard de croissance, mais également des œdèmes, parce qu'on va assister à un déséquilibre ionique et qui va conduire, donc vous savez très bien, on a parlé des protéines, ils ont un rôle de maintien des volumes plasmatique et le volume intracellulaire. Donc, si vous en consommez trop ou moins, donc vous risquez donc de provoquer des troubles d'équilibre osmotique et en conséquence de rétention d'eau, soit dans le milieu intracellulaire, soit dans le plasma. Donc, nous avons vu que les protéines jouent un rôle dans le maintien du volume plasmatique et du volume intracellulaire. S'il y en a moins, donc il y a risque donc de sortie d'eau du plasma et des sorties d'eau du milieu intracellulaire vers le liquide intercellulaire. Et c'est ça qui va donc les œdèmes. Par contre, les troubles d'excès vont conduire à une obésité dans la mesure et des problèmes intestinaux, tels que des problèmes au niveau circulatoire, au niveau de la goutte. Donc l'obésité, pourquoi? Parce que ces protéines ils peuvent donc être transformées en glucides et en lipides et qui vont être mises sous forme de réserves qui vont conduire donc à l'obésité. Vous avez donc sur ce tableau donc les différents types d'aliments et ce que peuvent vous apporter comme matière ou nutriments. L'eau, on le trouve donc différents types d'aliments végétaux, mais aussi dans les viandes. Les sels minéraux, on trouve dans le lait, les fromages, les œufs, ainsi de suite. Les vitamines, on les trouve dans les fruits, dans les légumes crus, dans le beurre et les céréales. Les viandes, on les trouve dans les poissons, dans les œufs, dans les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. Les lipides, pareil. Le beurre, les huiles, les graisses, ainsi de suite. Les sucres dans différents types d'aliments, les fruits, la canne à sucre, les pommes, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces aliments, leur rôle, c'est donc de participer à la construction et la réparation et l'entretien de notre corps. Les lipides, ils ont un rôle donc énergétique. Les sucres, donc il y en a donc les sucres complexes, les celluloses, ils ont un rôle à jouer donc un rôle dans le transit intestinal, il facilite donc l'élimination des aliments non digestibles et également facilite le transit intestinal. Donc je m'arrête là pour aborder dans le prochain enregistrement donc les produits ou les besoins en éléments